Maintenant, vous avez un président original. Give me a break. Qui fait des deals. Et qui dit clairement, les affaires du monde, c'est pas mon problème. C'est un deuxième changement colossal. Et il y en a un troisième, si vous me permettez, dont personne ne parle et qui est le problème le plus important aujourd'hui. S'il devait y avoir qu'un seul problème à décrire, c'est celui-là. Nous sommes face à un choc démographique que la planète n'a jamais connu. Jamais. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Je ne suis pas encore mort. Enfin, jusqu'à maintenant. Et la population sur la durée d'une vie a été multipliée par 3. Nous sommes passés de 2,5 milliards à 7,5 milliards. Jamais on a connu ça. Dans 30 ans, on sera 9 milliards et à la fin du siècle, on sera 11 milliards. Ces chiffres sont incontestables. Depuis 4,5 milliards d'années que la planète existe, elle n'a connu que des changements climatiques. Un changement démographique de cette ampleur, nous ne l'avons jamais connu. Jamais. Toutes les espèces du vivant ont vocation à disparaître et elles disparaissent toujours par la même cause, la surpopulation. Donc cette question est absolument centrale. Et il n'y a même pas un organisme mondial pour suivre l'évolution de la démographie mondiale. Et je terminerai par là. Si on additionne tous les hominidés qui depuis 3 millions d'années ont habité sur la planète, tous, c'est l'équivalent de la population d'aujourd'hui. Ça, c'est un sujet absolument colossal. Et c'est ce sujet-là qui est prioritaire. Et c'est d'ailleurs cette explosion démographique qui a des conséquences sur le climat. Ce n'est pas le climat qui a des conséquences sur la démographie. La cause, elle est d'abord dans l'explosion démographique. Vous croyez que New York est une grande ville? Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, a 22 millions d'habitants. Et dans 30 ans, c'est fait. Le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Et même si on décidait de s'en occuper maintenant, on ne peut pas changer quoi que ce soit à cela. Alors ça, c'est une grande question. À moins de résoudre. Je suis désolé pour le dîner de Sciences Po. On va parler de Sciences Po parce qu'on vous avez passé du temps là-bas, on est tous les deux anciens de Sciences Po, et puis pour inspirer les anciens et peut-être les enfants des anciens aussi qui vont faire Sciences Po. Mais j'aimerais revenir à Passion. D'abord, vous avez dit un tome 2 potentiellement. Oui. J'ai trouvé que vous parlez de façon très éloquente de moments intimes, de votre divorce, de votre rencontre avec Carla. J'ai trouvé certains passages très touchants. Carla, je lui ai dit que je voulais l'épouser alors que je la connaissais depuis moins d'1 semaine. C'est une grande histoire d'amour, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, je ne sais pas. C'est dans votre livre, je vous cite. Comment? C'est pas ce que j'attendais. Moi, j'ai pris ce livre, je l'ai lu en 2 jours, et je ne m'attendais pas à ce genre de passage. Je pensais que ça allait vraiment être un livre politique. C'est-à-dire sans intérêt? Non, c'est-à-dire avec moins de sentiments, avec moins de sentiments. Mais comment voulez-vous? Ça, c'est fantastique. La vie, c'est qu'une affaire de sentiments.
Et parce que j'ai eu l'ambition d'être président de la République, parce que j'ai eu la chance d'être élu, il faudrait que j'ai pas de sentiments, comme un glaçon, comme un iceberg, comme un pauvre type qu'on amène là et dit voilà, une machine a décidé et alors vous n'avez pas peur de la mort, vous êtes président de la République. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas peur de la maladie, vous êtes président de la République. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas de chagrin personnel, vous êtes président de la République. Qu'est-ce que ça change? J'ai voulu dire que je n'ai jamais oublié que j'étais d'abord un être humain avant d'être un président de la République. Je vais vous faire une confidence bouleversante. Dans ma vie, j'ai vécu plus longtemps non président de la République que président de la République. Et parfois, j'ai l'impression qu'on me dise j'ai commencé à respirer le jour où j'ai été élu et on a éteint la lumière le jour où j'ai été battu. C'est pas ça la vie. Et je pense que le plus important, et peut-être pour les jeunes et pour Sciences Po, c'est que la vie, ce n'est qu'une éternelle capacité à renaître. Car je défends l'idée que on meurt plusieurs fois et on vit plusieurs fois. Et que toute la vie, c'est Dostoïevski dans Crime et Châtiment, Raskolnikov tue une prêteuse à gages et le livre se termine quand il va en prison et dit la renaissance lente mais certaine de Raskolnikov commence. On renaît après une maladie. On renaît après un échec. On renaît après un divorce. On renaît après une épreuve. Et on renaît jusqu'au bout. On ne change pas, mais on renaît. Et le plus important, c'est de comprendre qu'au fond, on a plusieurs cartes, plusieurs chances, et qu'il faut toujours renaître. Et j'ai une année 2007 chargée, parce que je suis élu président de la République en mai 2007, je divorce en octobre 2007, je ne le voulais pas. Hein. Je rencontre Carla en novembre 2007 et je suis marié le 2 février 2008. Je suis un type qui prend les décisions rapidement. Mais Carla aussi d'ailleurs. Mais au fond, c'est la renaissance. Et qu'on soit président de la République, chef d'entreprise, professeur, patron de Sciences Po, Frédéric, ambassadeur, consul, on est les mêmes. On a cette vie qui dure le temps d'un timbre-poste, et malgré la brièveté, on s'agite pour en faire quelque chose comme si on avait l'éternité. Et au fond, la seule façon de vivre, c'est de vivre jusqu'au bout totalement, comme si ça avait un sens. J'ai conscience du ridicule de tout ça. Mais je pense qu'au fond, ce qui donne sa dignité à l'homme au sens être humain, c'est la mort et c'est la capacité à renaître. Et c'est ça qui donne un sens. Et je me suis dit, quitte à raconter une histoire, je vais la raconter complètement. Pas simplement l'histoire pendant les heures de bureau, mais la vraie histoire. Celle où on souffre, on est heureux, où on met un genou à terre, et il faut remonter, il faut quand même aller au bureau, où il y a toutes les caméras qui vous regardent. Je me souviens du soir où j'ai été élu, il faisait nuit, il y avait tellement de caméras qu'on a l'impression d'être en plein jour. Mais on reste le même. Et peut-être que si le livre, il a intéressé, c'est parce que justement, c'est une histoire humaine. Mais vous citez également, vous réglez quelques comptes quand même. Vous parlez de votre ancien, de Dominique de Villepin, François Fillon, d'autres. Vous avez des mots chaleureux pour l'occupant actuel du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron. Mais pour d'autres, on sent qu'il y a un petit règlement quand même de compte. Mais je vous vois venir, vous, c'est grand comme une maison. Hein. Mais j'ai pas voulu le faire comme ça.
D'abord, si je règle des comptes aussi avec moi-même, où je dis quand je me suis trompé. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as été vraiment sincère? Et j'étais obligé de réfléchir que pour être sincère, il faut se surveiller de très près. Si je me laissais aller à écrire ce que je pense sur le moment, ça veut dire que j'aurais écrit avec le cœur, mais je ne serais pas servi de mon cerveau. Pour être sincère, il faut beaucoup réfléchir. Pour démêler ce qui est de l'ordre du sentiment, ce qui est de l'ordre de la conjoncture et ce qui est de l'ordre du structurel. Par exemple, mes rapports avec Chirac, ils sont beaucoup plus complexes que je l'imaginais. Si vous m'aviez interrogé à tel moment, j'étais totalement négatif. Un autre, j'étais totalement positif. Et j'étais obligé de faire un effort pour comprendre. Mais quels étaient les liens avec lui? Je l'ai aimé, je l'ai affronté, il a voulu me tuer, il n'a pas réussi. Mais au fond, il est important pour moi. Il a compté dans ma vie. Et je ne peux pas vous dire, je ne suis pas son meilleur ami, mais je ne suis pas non plus son pire ennemi. J'ai voulu l'épater, au fond, le jeune. Et les sentiments sont plus complexes qu'on l'imagine. Et peut-être vous l'avez-vous vu, j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas caricatural. Où moi-même, je fais l'effort de comprendre derrière les grands moments qu'on a eus ensemble et les grands moments où on s'est battu, elle est où la vérité? Et vous apercevrez que les sentiments de chacun d'entre nous, ils sont parfois contradictoires. Ils ne sont pas noirs et blancs. Vous savez, c'est cette merveilleuse chanson d'Aznavour qui parle d'un couple qui se sépare et qui écrit « Et ces premiers mots de haine qui sont les derniers mots d'amour. » Parce que les sentiments, c'est complexe. Et donc ça m'a pris du temps pour enlever ce qui était inutile. Et donc si je me permets de vous reprendre, oui. Il n'y a aucun règlement de compte, parce que si j'avais voulu régler des comptes, j'aurais pas fait comme ça. Vous auriez fait comment? Ça m'intéresse. Il y a quand même 19 mentions de François Hollande. Vous l'avez appelé discourtois. C'est plutôt flatteur. Est-ce que quelqu'un que vous avez mentionné dans le livre vous a contacté par la suite? Soit pour vous remercier, soit pour vous se plaindre. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses? Parce que quand on écrit un livre pareil, on a forcément... Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Monsieur le Président, je pense que c'est un best-seller parce que justement, on sent une sincérité. Et c'est ce que les gens veulent, je crois, comprendre, venant d'un politique ou d'un homme politique. Donc, est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes Vous savez, je crois qu'il y a eu 259 livres écrits sur moi. Personne ne m'a demandé l'autorisation. Non, mais pas l'autorisation, mais par la suite. Et moi, pour écrire sur un sujet que je connais un petit peu, moi, je devrais prendre des précautions, envoyer des Bristol, m'excuser. Non, d'abord, ce que je dis, je pense que c'est exact. Et certains m'ont dit, sympa, t'as parlé de moi. D'autres m'ont dit, c'est pas sympa, t'as pas parlé de moi. Je dis, attends le tome 2.